bonjour à tous. Je suis Nicolas Lecoq-Vallon et je suis donc avec mon associé Hélène Ferron-Polony qui travaille avec moi sur le dossier Aristophile. Donc merci d'être venu. On fera régulièrement des points d'étape à propos de l'avancement de la procédure et des actions qui sont menées par notre cabinet dans le cadre de l'affaire Aristophile. Le rythme de ces réunions sera plus soutenu dans le futur parce qu'il est important que, évidemment, les clients soient informés de l'évolution des affaires, puisqu'il y a plusieurs procédures qui sont pendantes. Là, on a un événement positif et important qui s'est produit avec l'ordonnance qui a été rendue par la 9e chambre du tribunal de grande instance de Paris le 30 novembre dernier. Donc, on souhaitait exposer cet aspect des choses, mais il y a bien sûr d'autres instances, comme vous le savez, qui sont pendantes avec la procédure pénale et la procédure collective. Néanmoins, les clients ont besoin de connaître régulièrement l'état d'avancement des diligences qui sont faites par notre cabinet, sachant que, on y reviendra tout à l'heure, cette affaire demande énormément de travail et de prestations de notre côté. Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas forcément apparentes et qu'on vous exposera également, et qui demandent un volume de travail à la fois juridique et administratif qui peut être beaucoup plus important que celui qui peut être fait par, on va dire, des actions bénévoles qui relèvent d'un autre registre. Donc ça aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. L'important surtout, c'est que vous soyez aujourd'hui informés des différents aspects des procédures qui sont gérées pour vous dans le cadre de l'affaire Aristophile. Alors, comme vous le savez, il y a 3 procédures qui ont été ouvertes à peu près simultanément. Vous avez une procédure pénale qui a été déclenchée par l'information qui a été ouverte au début de l'année 2014 par le parquet à la suite de l'enquête de la DGCCRF qui a abouti, comme chacun sait, au blocage des comptes bancaires intervenus de la société Aristophile, intervenu au mois de novembre 2014, puis à la mise en examen des différents acteurs de cette affaire, ça on en parlera aussi tout à l'heure, et aujourd'hui à l'instruction qui est actuellement en cours. Parallèlement, nous avons eu ce qu'on appelle une procédure collective, c'est-à-dire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qui est la première étape de la procédure collective, qui est plus communément appelée une procédure de faillite, qui a été convertie ensuite en liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Aristophile, avec, comme vous le savez, la désignation de mandataire de justice, puisqu'on a eu Maître Leloup Thomas qui était désigné d'abord en qualité de représentant des créanciers, puis de mandataire liquidateur, avec Maître Bernard Corr, puis Monique Legrand qui était désignée administrateur provisoire des collections, qui a démissionné de son mandat et qui a été remplacé par Maître Hott. Donc ça, c'est l'aspect qui est propre aux procédures collectives. Et puis, il y a cette procédure en responsabilité contre les banques, qui est une spécificité de l'action de notre cabinet. Encore une fois, on gère tous les aspects de ces différentes instances, mais la spécialité de notre cabinet, c'est d'intervenir sur les problématiques de responsabilité bancaire. Vous le savez, puisque je l'avais exposé quand on a fait la réunion du 21 mars 2015, c'est-à-dire préalablement à l'engagement de ces instances et lorsque l'affaire Aristophile a vraiment éclaté. Nous sommes spécialisés dans les recours contre les banques et les compagnies d'assurance en matière de gestion patrimoniale, mais ça recouvre tous les aspects de la responsabilité des institutions financières à l'égard des consommateurs que nous défendons. Donc ça veut dire qu'on a choisi notre camp, on ne fait que défendre les clients des banques et des compagnies d'assurance sur les questions financières,
Et jamais, au grand jamais, nous n'allons intervenir dans la défense de ces institutions ou des intermédiaires ou des sociétés financières ou des courtiers, des CIF, des PSI, etc. Et j'en passe. Nous sommes donc les défenseurs uniquement des investisseurs. Le cabinet existe depuis plus de 20 ans. Nous l'avons créé avec Hélène Ferron-Polony. Et ce cabinet est à l'origine de la plupart des jurisprudences en matière de défense des épargnants, que ce soit sur les questions de devoir de conseil en assurance vie, validation de renonciation en matière d'assurance vie et de capitalisation, cours connus, commercialisation d'OPCVM avec tout un ensemble de jurisprudences qui font maintenant autorité en la matière, que ce soit Écureuil Europe 2003, Bénéfique et autres. Les problématiques qui sont liées à des affaires spécifiques comme l'affaire Madoff, où notre cabinet est celui qui a récupéré le plus de préjudice dans le cadre de ce dossier. Nous intervenons également sur d'autres problématiques que sont par exemple les commercialisations d'investissements locatifs ou les problèmes de référencement en tant qu'unité de compte de certains produits financiers comme les EMTN en matière de contrat d'assurance vie. Il y a aussi bien des dossiers spécifiques comme le CREF, Natixis ou d'autres affaires dans lesquelles nous avons obtenu des décisions favorables aux épargnants. Donc cette démarche, elle fait qu'on a choisi notre camp et on est donc résolument du côté des investisseurs. Et le deuxième aspect des choses, c'est qu'on accepte de fonctionner, on y reviendra aussi tout à l'heure dans le cadre des questions, puisque ça suscite des interrogations, c'est bien normal, avec un système de forfait et d'honoraires de résultat avec tous nos clients. Pourquoi est-ce qu'il y a à la fois un forfait et un honoraire de résultat? Parce qu'en France, l'honoraire de résultat n'est pas légal. Un avocat n'a pas le droit d'être rémunéré 100% au résultat qu'il obtient. Il doit avoir une part d'honoraire fixe et une part d'honoraire de résultat. Par ailleurs, ces dossiers, et ça c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte, demandent énormément de travail quand ils sont réellement pris en charge par le cabinet d'avocats. C'est-à-dire que si la démarche de l'avocat consiste juste à faire un courrier au juge d'instruction pour faire une constitution de partie civile pour son client et attendre après que l'instruction aboutisse à la condamnation des acteurs principaux et particulièrement de Gérard l'héritier, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement puisque l'instruction est très longue, on y viendra aussi tout à l'heure, et que cette condamnation qui interviendra probablement dans un délai qui va encore être très long, au moins 5 ans, ne donnera pas de résultats concrets dans le recouvrement des sommes qui ont effectivement été détournées, notamment au regard du résultat de la vente qui a été diligenté par la maison Agut le 20 décembre dernier. Donc il faut trouver d'autres postes, d'autres procédures qui permettent effectivement de couvrir vos préjudices, d'où cette action contre les banques que nous préconisons et qui répond à la spécialité du cabinet. Donc tout ça pour vous dire que ce travail de gestion d'abord de la procédure collective, mais après de l'action en responsabilité contre les banques, demande toute une structure, des moyens, des diligences, bien sûr, juridiques, judiciaires et administratives qui sont extrêmement importantes et qui représentent un coût extrêmement important. Donc, quand vous avez l'annonce de ce système de rémunération avec 1 000 € hors taxe pour le forfait et un honoraire de résultat si, par bonheur, on parvient à recouvrer tout ou partie des sommes qui sont détournées, il faut bien comprendre que le forfait est largement absorbé. Il est d'abord nécessaire pour que la convention d'honoraires soit valable et que l'honoraire de résultat soit valable. Par ailleurs, il est largement absorbé par toutes les diligences que nous accomplissons, qui sont très lourdes. On y reviendra dans le détail tout à l'heure. Donc maintenant, je vais faire un bref développement par procédure. La procédure qui nous intéresse aujourd'hui au premier chef et qui relève de la spécialité de notre cabinet, c'est l'action
que nous avons préconisé depuis le début de cette affaire, et c'était l'axe principal de la réunion qu'on avait tenue le 21 mars 2015, c'est-à-dire l'action en responsabilité contre les banques. Pourquoi est-ce que les banques sont responsables dans l'affaire Aristophil? Il faut savoir d'abord qu'on s'oriente à l'égard des banques qui sont les banques qui ont travaillé avec la société Aristophil. Autrement dit, ce sont les banques qui ont accepté votre argent lorsque, en tant qu'investisseur, vous avez acheté des parts de collection ou vous avez signé des contrats Amadeus en pleine propriété avec la société Aristophil. Vous avez versé de l'argent entre les mains de la SAS Aristophil et cet argent est arrivé entre les mains d'établissements bancaires qui travaillaient avec cette société, principalement le CIC et la Société Générale, que nous avons attrait donc, dans cette affaire par une assignation qui a été délivrée au mois d'octobre 2015. Le fondement juridique de cette action, ce sont les dispositions des articles L561-1 et suivants. Je vous précise suivant parce qu'il y a beaucoup d'articles du Code monétaire et financier qui énoncent ces principes et qui décrit ces principes de responsabilité. Mais ce texte leader prévoit donc un devoir de vigilance de la banque à l'égard de son client qui, s'il n'est pas respecté, est constitutif d'une faute à la charge de la banque, faute qui cause un préjudice à l'égard des clients de la société Aristophil qui sont les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'une banque qui respecte complètement ses obligations légales, que ce soit les normes TRACFIN, que ce soit la vérification de la légalité de l'activité de la société concernée, que ce soit la vérification des flux financiers qui sont faits entre ses mains, c'est-à-dire en ses livres. Donc la banque est informée mieux que personne de tout ce qui se passe au sein de la société, est générateur de responsabilité à votre égard, parce qu'un banquier qui remplit ses obligations au terme du Code monétaire et financier se doit de rejeter une collecte de fonds illicites qui va causer des préjudices et donc d'empêcher la réalisation de ces préjudices par le refus de cette collecte. On a des exemples dans des affaires semblables où des établissements financiers qui ont correctement travaillé ont rejeté la collecte qui était opérée par leur client, qui était un acteur du monde du patrimoine, donc un spécialiste du placement, qui ne répondait pas aux critères légaux, qui manifestement était dans une fuite en avant et un discours mensonger, et la banque ayant rejeté la collecte a empêché la réalisation des préjudices parce que les investisseurs se sont aperçus que leur chèque était retourné et que, par conséquent, il y avait des doutes et des questions à se poser sur l'activité de la société concernée. Et dès lors, l'investissement ne s'est en définitive pas réalisé. Donc voilà pourquoi la banque a une responsabilité vis-à-vis de vous parce qu'elle doit s'assurer à chaque instant, bien sûr au début de la relation, mais à chaque instant, de la légalité de l'activité de la société concernée, en l'occurrence la société Aristophil qui est sa cliente, et qu'elle doit arrêter de travailler, fermer les comptes et rejeter la collecte à partir du moment où elle a le moindre doute sur cette légalité. Pourquoi est-ce que dans cette affaire, le CIC et la Société Générale étaient particulièrement responsables dans la fraude Aristophil? Parce que monsieur Gérard l'héritier, qui est donc, comme vous le savez, le créateur et l'animateur principal de la Société Aristophil, a mis en place un système illégal appelé pyramide de Ponzi, qui a été qualifié comme tel par les banques, lors de la création de la société Aristophil, qui a été créée alors qu'il était déjà poursuivi pénalement dans l'affaire des timbres de Monaco et alors qu'il avait commis les mêmes infractions et mis en place un système exactement identique à celui qui existait dans l'affaire des timbres de Monaco.
Je remonte un tout petit peu en arrière en ce qui concerne ce dossier et l'affaire des timbres de Monaco. La société qui a été constituée pour développer cette activité par Monsieur l'héritier a été créée au début des années 90 à Nice. Elle consistait à commercialiser des produits d'épargne suivant un principe assez identique à celui qui a été utilisé pour la société Aristophil, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur avec des objets d'art et de collection, en l'occurrence des timbres plutôt que des manuscrits. On explique aux investisseurs que les timbres constituent un très bon moyen d'avoir une épargne protégée des soubresauts des marchés financiers sur des valorisations réelles. Et on leur vend donc ces timbres avec des rendements qui sont annoncés, qui sont complètement déconnectés de la réalité, et surtout avec des valeurs qui sont fausses. C'est le système de Gérard l'héritier, c'est-à-dire que tout est faux du début à la fin pour alimenter une bulle qui, tôt ou tard, finira par éclater, comme elle a éclaté dans l'affaire des timbres de Monaco et comme elle a éclaté dans l'affaire Aristophil. Donc le système consiste à acheter trop cher les biens concernés, que ce soit des timbres ou des manuscrits, à les vendre encore plus cher aux épargnants, donc avec des valorisations qui sont totalement fausses. On le voit aujourd'hui quand on confronte ces biens aux valeurs de marché, et à garantir des rendements qui sont tout aussi faux, puisque les prix d'achat sont surévalués, les prix de revente aux épargnants le sont encore plus, et les rendements sont donc bien sûr totalement illusoires, puisque complètement déconnectés de la réalité et des véritables prix de marché. Donc, Monsieur l'héritier met ce système en place dans l'affaire des timbres de Monaco au début des années 90, et arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la société fait faillite au milieu des années 90. On se rend compte que tout est fictif, les prix, les valorisations et les intérêts qui sont annoncés. Les épargnants ne peuvent pas être honorés. Ils déposent une plainte pénale. Et à la suite du dépôt de cette plainte pénale, Monsieur l'héritier, contrairement à ce qu'il a dit dans son livre Intime corruption, finira par être condamné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pénalement dans cette affaire. Le résultat de ce désastre, c'est que, bien entendu, les épargnants ont été les victimes de cette commercialisation frauduleuse. D'autres acteurs, comme M. Valatir, ont été également condamnés pour escroquerie. Et M. l'héritier, au début des années 2000, le raconte d'ailleurs très clairement dans son livre, a constitué une société dénommée Sipo Palméris, racheté plutôt une société Sipo Palméris devenue Artepolis, qui exerçait également le commerce de timbres au Luxembourg, et qui a été là pour lui permettre d'indemniser, essayer de limiter les conséquences pénales de l'affaire des timbres de Monaco en indemnisant les victimes par le biais de la société Sipo Palméris, qui elle-même finançait cette indemnisation en survendant des manuscrits, et particulièrement des manuscrits dès le début des années 2000, qui ont été vendus à une société Aristophil, qui, dès le démarrage de son activité, a commencé à donc acheter puis revendre encore plus cher des manuscrits qui étaient surpayés à Artepolis de manière à financer les indemnisations. Et donc, on a en fait la démonstration par le travail d'enquête que nous avons fait dans la rédaction de l'assignation contre les banques du fait que l'affaire Aristophil n'est en réalité que le prolongement de l'affaire des timbres de Monaco, donc une escroquerie qui était la reprise d'une escroquerie précédente, et ce pourquoi les banques devaient évidemment être particulièrement vigilantes et étaient particulièrement responsables pour avoir accepté de travailler avec lui. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que quand vous êtes banquier, quand vous avez une activité nouvelle qui arrive, vous n'avez pas le droit de dire « je ne savais pas, je ne me suis pas renseigné ». Un banquier doit accomplir toute diligence utile. Or, vu le battage qu'il y avait eu autour de l'affaire des timbres de Monaco,
Et vu le fait, c'est aussi pour ça qu'on l'a attrait, que le CIC travaillait déjà avec M. l'héritier dans l'affaire des timbres de Monaco, que cette banque était donc particulièrement informée de l'existence de la fraude et des poursuites pénales, qu'elle a accepté pourtant d'être le premier banquier de la société Aristophil et de voir déposer entre ses mains les statuts de la société Aristophil avec une société anglaise appelée Calwan qui détenait 50% du capital de la société Aristophil, représenté par un monsieur Peter Fleming, qui n'était autre que Gérard l'héritier, qui agissait pour les raisons pénales liées à l'affaire des timbres de Monaco sous un faux nom et sous une fausse signature pour représenter cette société qui détenait 50% du capital. C'est-à-dire que non seulement les banques ont, particulièrement le CIC au moment de la constitution de la société Aristophil, ne se sont pas inquiétés du fait que Aristophil était une nouvelle escroquerie dans le prolongement de l'affaire des timbres de Monaco, a fermé les yeux, puisqu'évidemment, elle ne pouvait pas l'ignorer sur l'origine de cette affaire, mais a accepté des documents qui étaient falsifiés par Gérard l'héritier au moment de la constitution de sa société. Il y avait donc manifestement un péché originel dès le départ qui affectait l'existence de cette société, qui n'était que le prolongement de la fuite en avant de l'affaire des timbres de Monaco. Après, vous connaissez l'histoire. L'escroquerie s'est amplifiée au fil du temps, c'est-à-dire que M. l'héritier, il s'en est d'ailleurs pas du tout caché, a expliqué, notamment par des déclarations qu'il faisait à la presse, que oui, c'était normal, qu'il continuait à verser des intérêts, à racheter toutes les œuvres, donc à maintenir artificiellement le marché et donc une bulle spéculative sur les manuscrits, de manière à alimenter ce qu'il considérait, lui, comme une survaleur et comme une progression extraordinaire de la valeur des manuscrits, par ce système consistant à verser des intérêts avec aux anciens clients d'Aristophil avec l'argent des nouveaux arrivants. Maintenant, tout le monde sait que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel et que, bien entendu, on assistait à une bulle complètement artificielle qui ne pouvait qu'éclater et que causer des préjudices, notamment au regard de l'antériorité de monsieur l'héritier et de l'affaire précédente des timbres de Monaco, et notamment au regard du passé sulfureux de ce monsieur. Il y a par ailleurs, dès le départ, en germe également, dès la création de la société Aristophil, des polémiques qui se sont fait jour avec l'AMF, mais aussi avec bien d'autres acteurs du marché, que ce soit des experts, des revues spécialisées, sur la légalité même de la société Aristophil, qui, sous couvert de promesses de vente signées par les clients, les convainquait en réalité d'un engagement de rachat des œuvres au regard d'un discours commercial dont nous faisons la preuve dans notre procédure contre les banques et au regard d'engagements qui étaient donnés aux clients par des lettres circulaires ou des plaquettes de présentation, tenant certes un discours juridique différent de celui qui apparaissait sur les contrats de souscription, mais qui pour autant convainquait les clients du fait que tôt ou tard, leurs œuvres seraient rachetées avec les intérêts de 8% annoncés sur les 5 ans. On était bien donc dans la commercialisation en biens divers, catégories spécifiques prévues par le Code monétaire et financier, qui nécessitaient des agréments spécifiques et des visas spécifiques qui n'ont pas été remplis par la société Aristophil. C'est pourquoi elle a bien sûr une responsabilité. Bien entendu, la légalité de son activité posait question et bien entendu, les banques étaient à ce titre-là lourdement responsables puisque plus que tout autre, le banquier est aussi le protecteur général de l'épargne. Il se devait de s'assurer de la parfaite légalité de l'activité de sa cliente. Or, cette légalité n'était pas respectée en l'espèce. Dernier point, on avait une bulle spéculative qui a allègrement gonflé
entre les mains des deux établissements bancaires que nous avons poursuivis, le CIC et la Société Générale. Et cette bulle croissait et embellissait en pleine conscience des banques concernées, dans la mesure où les dites banques avaient parfaitement conscience que M. l'héritier était un petit Madoff, que la bulle gonflait, 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 et que par conséquent, tôt ou tard, elle allait éclater, tôt ou tard, elle allait causer des préjudices. Et la seule préoccupation des établissements bancaires, c'était surtout de préserver l'image de la banque et pas du tout de l'intérêt des investisseurs. Autrement dit, vous avez été sacrifié à l'intérêt commercial et financier des établissements bancaires qui savaient très bien qu'on était en présence d'une pyramide de Ponzi, d'un petit Madoff, et que par conséquent devait arriver ce qui s'est effectivement produit, mais les banques ont avant tout vu leur propre intérêt. Il y a quelque chose qui est tout à fait significatif de ce point de vue-là. Monsieur l'héritier a gagné 170 millions d'euros à l'euro million. C'était donc un client en clientèle privée tout à fait considérable pour un établissement bancaire. Il fallait être bien avec lui. Et on subodore évidemment que les établissements bancaires ont souhaité avoir la clientèle de monsieur l'héritier en disant que, certes, c'était une pyramide de Ponzi, mais il mettrait toujours de sa poche pour couvrir les trous jusqu'à l'éclatement final. Le problème, c'est que cette connaissance et ce choix de privilégier l'intérêt commercial par rapport au respect de la loi et par rapport à la protection de l'intérêt des épargnants qui pèse légalement sur chaque établissement bancaire est bien sûr générateur de responsabilité et bien sûr en lien avec la faute commise par les établissements bancaires, parce que s'ils savaient que M. l'héritier pouvait boucher les trous, pardonnez-moi l'expression, avec ses propres deniers puisqu'il était tellement riche, c'est que c'est bien la démonstration que le système était vicié en germe dès le départ et que dès le départ, il s'agissait d'une fuite en avant dont il faudrait combler les trous avant un écroulement final qui était, en toute hypothèse, totalement inéluctable. Donc voilà les fondements qui sont utilisés dans une assignation que nous avons fait délivrer au mois d'octobre 2015, qui fait plus de 500 pages avec tous les requérants, qui a été construite à l'issue d'un travail d'enquête particulièrement fouillé qui a été mené par notre cabinet et qui a abouti bien sûr à une délivrance intervenue entre les mains de la Société Générale et du CIC, qui ont fait ce que font habituellement les banques dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles ont commencé par soulever des moyens d'irrecevabilité. Alors, les actions contre les banques, c'est toujours un combat en deux étapes. La première étape, c'est que le banquier commence effectivement par soulever des moyens d'irrecevabilité. Il va dire, par exemple, l'assignation est nulle pour telle ou telle raison, les communications de pièces sont contestables pour telle ou telle raison, je demande un sursis à statuer parce qu'il y a une procédure pénale qui est pendante. La banque, en fait, cherche à ne pas aborder le fond du dossier, et on la comprend, ça la gêne, pour essayer de gagner dans le cadre de cette première étape, donc avec ce qu'on appelle, en soulevant ce qu'on appelle des moyens d'irrecevabilité. Donc c'est bien sûr ce qui s'est produit à l'initiative du CIC et de la Société Générale. J'ajoute qu'ils n'ont pas manqué de nous faire les pires difficultés, mais ça aussi c'est habituel, on connaît bien dans les communications de pièces. On a été obligé de communiquer 60 000 pages, puisqu'on fait là aussi un gros travail de compilation de la totalité des pièces, d'ordonnancement informatique des pièces et évidemment de numérisation de la totalité des pièces des clients. On a par ailleurs des pièces qui sont communes à toute la procédure et qui font tout l'historique du navrant parcours de Gérard l'héritier et de la constitution de ces différentes sociétés et des escroqueries précédentes. Donc ça fait l'objet de pièces communes, mais c'est aussi un réservoir d'éléments et d'informations qui sont extrêmement importantes et une base de données qui sont extrêmement importantes et qui ont été constituées par le cabinet.
Donc toute cette communication a été particulièrement longue et laborieuse, puisqu'évidemment les avocats des banquiers n'étaient pas là pour nous faciliter la tâche. Et puis enfin, nous avons eu ces moyens d'irrecevabilité dont je viens de vous parler, qui devaient d'abord se plaider au mois de juin 2017 et qui finalement ont été plaidés au mois d'octobre 2017. La décision rendue par le tribunal sur ces moyens ayant été rendue le 30 novembre 2017, favorable, puisque la totalité des demandes qui ont été formulées par les banques ont été rejetées. On n'a pas forcément le temps de voir dans un détail très précis tous les moyens d'irrecevabilité. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça intéresse forcément tout le monde sur cet aspect-là du dossier. C'est juste pour évacuer le problème en quelques mots, très dilatoire, de très mauvaise foi, et ça relève de ce qu'on a habituellement dans ce genre de dossier, c'est-à-dire qu'on nous a reproché par exemple de ne pas avoir déposé le fichier client à la CNIL, on nous a reproché, ce qui bien sûr ne résiste pas à une analyse sérieuse une seule seconde puisqu'il n'y a pas d'obligation légale en ce sens, on nous a reproché également la collecte des clients et de délivrer une information au public par le biais de notre site internet, ce qui est non seulement parfaitement légal, mais encouragé également par l'Ordre des avocats, puisqu'on a un site Aristophil homologué par l'Ordre des avocats qu'on trouve effectivement sur le site internet de l'Ordre des avocats après la Cour d'appel de Paris, donc ça présente strictement aucune difficulté. Il y avait par ailleurs des demandes qui étaient formulées par les banques pour ce qu'on appelle le sursis à statuer. Alors, ça, c'est plus intéressant parce que ça me conduit à vous exposer les problématiques d'articulation entre la procédure pénale et la procédure civile. Les deux s'imbriquent et ont une importance. D'abord, comme je vous le disais, il faut bien comprendre que la procédure pénale, malheureusement, ne vous permettra pas de récupérer votre épargne. Pourquoi ? Parce qu'elle est là uniquement pour statuer sur la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont été mises en examen. Alors vous savez maintenant que la SAS Aristophil a elle aussi été mise en examen. Elle est totalement impécunieuse, elle n'a pas un centime en caisse. Les quelques millions qui existaient en caisse, qui démontrent bien sur 850 millions collectés, il n'y avait quasiment rien, ce qui démontre bien que c'était une pyramide de Ponzi, ont été consommés pour les besoins de l'administration judiciaire de la société Aristophil. Donc dans les caisses, il y a zéro. Il y a quelques œuvres qui ne représentent pas grand-chose. L'essentiel des actifs, ce sont bien sûr les œuvres constitutives des collections Coralis pour les indivisions, Amadeus pour les pleines propriétés. Et comme vous le savez, nous avons pour les clients revendiqué ces œuvres. Les personnes physiques qui sont mises en examen dans cette affaire pénale, vous les connaissez. On a bien sûr au premier chef Gérard l'héritier, sa fille Valérie, Monsieur Vrin, expert, qui a été mis en examen également, Jean-Marie Gautry, le notaire, et puis nous avons les représentants des sociétés Arcourtage et Finestime qui étaient les principaux commercialisateurs des produits Aristophil, que sont messieurs Potier, Itard, Perronnet et Sanson. Donc toutes ces personnes, hormis monsieur l'héritier qui, comme je vous l'ai expliqué, a une fortune considérable, ne sont pas en mesure aujourd'hui d'honorer la totalité des préjudices, même si des mesures conservatoires ont été diligentées dans le cadre de l'instruction. Aujourd'hui, les sommes bloquées au titre de ces mesures conservatoires ne permettront pas effectivement de payer la totalité des préjudices, très loin s'en faut. Sachant que ces préjudices s'élèvent aujourd'hui à plus de 1,2 milliard, qui correspond aux déclarations de créances qui ont été diligentées par les clients, mais aussi principalement par notre cabinet, puisque ces déclarations de créances intègrent à la fois la perte en capital et les intérêts. Et évidemment, les intérêts continuent à courir à 8%. Nous réclamons contre les banques, du fait de leur responsabilité quasi délictuelle,
leur condamnation à payer les intérêts sur les sommes investies. Donc tout ça pour dire que la procédure pénale ne permettra pas d'honorer les préjudices. C'est ce que nous disons depuis le début de cette affaire. Par conséquent, nous considérons que, eu égard à la gravité de la faute qui, chaque jour, s'accentue un peu plus au regard du résultat des enquêtes que nous diligentons à l'égard des banques, les dits établissements bancaires se doivent d'assumer les préjudices qui ont été causés à nos clients. D'où cette action effectivement contre les banques. Mais il est clair que les personnes physiques qui sont mises en examen ne pourront pas payer les préjudices, mais qu'en parallèle, l'enquête qui est diligentée dans le cadre de l'instruction pénale a un intérêt pour nous une fois que cette enquête sera terminée, c'est-à-dire une fois que le secret de l'instruction sera levé. L'écueil dans lequel il ne faut pas tomber dans ce type d'affaires, c'est se retrouver avec un sursis à statuer de la totalité de la procédure pénale pour que le procès civil contre les banques puisse se mener et se terminer. C'est habituellement ce que soulèvent les établissements bancaires dans ce type d'affaires, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut geler la procédure civile en responsabilité contre nous dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale et après on reprendra le procès. Et nous ne sommes évidemment pas d'accord avec cette demande qui s'appelle sursis à statuer, puisque ça tend en réalité à enliser complètement la procédure contre les banques en responsabilité contre les banques et par conséquent à entraîner un blocage pour une période extrêmement longue, puisque au regard du comportement procédurier de monsieur l'héritier, on a une évaluation qui, avant que le dossier pénal soit totalement terminé, qui est probablement assez minimaliste de notre côté, mais qui nous conduit à considérer que c'est pas moins de 5 ans, qu'il faudra attendre pas moins de 5 ans avant l'issue du procès pénal. Donc il n'est pas question de suspendre la responsabilité des banques à un délai aussi long. En revanche, le jour où l'instruction sera terminée, il y aura un intérêt à extraire la totalité de la procédure pénale, c'est-à-dire des pièces et des informations qui ont été collectées dans la procédure pénale pour les verser dans la procédure civile en responsabilité contre les banques, qui viendront enrichir les critères et les preuves de cette responsabilité qui est déjà très caractérisée. Et c'est ce que nous faisons habituellement dans ce type de dossier. Donc, d'où cette notion d'articulation entre la procédure civile et la procédure pénale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'en approcher pour ne pas se retrouver collé à la procédure pénale et par conséquent complètement enlisé dans le dossier civil qui n'avancera plus pendant des années. Mais en même temps, il faudra savoir au bon moment et lorsque ce sera légalement possible, exploiter les preuves collectées dans le cadre de l'instance pénale à partir du moment où le secret de l'instruction sera levé pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible. C'est de ce point de vue-là une décision, l'ordonnance de ce point de vue-là rendue le 30 novembre dernier par le tribunal de grande instance de Paris nous est également favorable puisqu'on a obtenu exactement ce qu'on voulait de ce point de vue-là, c'est-à-dire le rejet du sursis à statuer, ce qui ne nous empêchera pas d'exploiter les informations de la procédure pénale le jour où ce sera possible. Donc voilà l'état de la procédure civile. Donc maintenant, on a passé cette première étape. On arrive maintenant au fond. La balle est dans le camp des banques qui doivent conclure au fond le 22 février prochain. Bien entendu, vous serez informé de tout ce qui se passera. Il est à parier qu'elle tentera de nouvelles manœuvres dilatoires. Je ne suis pas certain qu'on aura des conclusions au fond le 22 février prochain, mais bien sûr, on vous tient informé par le biais du site internet. Vous savez que le site internet de notre cabinet a un onglet Aristophile, qu'il faut bien sûr cliquer sur cet onglet et que, outre les réunions d'information suivantes dont je vous ai parlé, nous publions le plus régulièrement possible. Il y en a au moins un par trimestre, un bulletin d'information. Il y en a plus d'une dizaine qui ont été publiés depuis pour exposer ce qui se passe, nos préconisations et les différents événements dans la vie du dossier. Donc ça, c'est pour la procédure civile contre les banques. Maintenant, la procédure collective et les problèmes de vente de manuscrits.
Vous savez, là, c'est assez complexe, donc je vais me contenter d'un bref résumé de l'état de cette procédure. Mais vous savez que, bien sûr, la SAS Aristophil a été mise en liquidation judiciaire, qu'elle n'a pas d'actifs, que l'essentiel de ses actifs était en réalité entre les mains de ses clients, c'est-à-dire vous-même, qui achetiez des manuscrits par le biais des collections Amadeus ou Coralis. Et que, par conséquent, il a fallu, pour ces collections, dans le cadre d'indivisions, donc, où plusieurs centaines de personnes étaient propriétaires de la collection, désigner un mandataire. Donc vous savez que Monique Legrand a été désignée dans un premier temps. Vous savez qu'il y a eu des polémiques. Bon, ce serait peut-être un petit peu long à développer avec la société Patrimoine Écrit, que finalement Monique Legrand a donné sa démission et que Maître Hoth a été désigné en ses lieux et places pour être donc l'administrateur des indivisions Coralis. Que Maître Hoth a passé un accord avec les différentes parties, et particulièrement les associations, on en parlera aussi tout à l'heure, pour établir un collège d'experts de manière à déterminer les conditions optimales de mise en vente de ces manuscrits. Que dans le cadre de cet accord, la société Agut a été désignée pour recueillir les 130 000 pièces des manuscrits qui vous appartiennent au travers des collections, en faire l'inventaire, c'est-à-dire les numériser, et mettre en vente ensuite ces collections dans des conditions qui sont censées recevoir l'agrément du collège et permettre normalement de répondre aux intérêts, à la meilleure protection possible des intérêts des épargnants. Ça amène bien sûr à la question de la valeur réelle des manuscrits qui vous ont été vendus par Aristophil. Comme je vous l'expliquais au début de mon résumé, le problème de cette affaire tient essentiellement dans le fait que les manuscrits étaient surpayés par Aristophil, ils étaient survendus avec des prix encore plus délirants lors de la commercialisation des indivisions et donc avec des rendements complètement illusoires. Le problème étant en plus pour les indivisions que vous avez une multitude de personnes physiques qui sont propriétaires et que ces indivisions qui ont été saucissonnées en autant de parts, en fait il y a des milliers de parts par indivision, se retrouvent avec quelques pièces qui ont une valeur certaine, mais aussi tout un ensemble de documents, c'est ce qui a été révélé par les inventaires qui ont été diligentés par Maître Agut, qui ont, eux, une valeur qui est tout à fait dérisoire. L'expression de certains experts, c'est à pleurer. C'est-à-dire que, certes, on peut avoir sur les grandes plumes du 19e un très beau manuscrit de Balzac dont la valeur, bon, c'est pas non plus des valeurs stratosphériques, mais peut approcher le million d'euros, 900 000 euros au regard de la vente du 20 décembre. Mais dans cette collection, si vous prenez les pièces qui sont autour, les valeurs sont beaucoup plus faibles. C'est parfois quelques centaines d'euros, sans parler des manuscrits qui ont été ravalés lors de la vente du 20 décembre. Ravaler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a tout simplement pas d'acquéreur, alors que c'était censé, cette première vente, être quand même les plus belles pièces. Il n'y avait pas d'acquéreur au prix annoncé qui était pourtant en moyenne inférieur ou proche des 10% des valeurs annoncées par Aristophil. Et dans ces cas-là, en fait, on se retrouve avec rien. Et autour d'une belle pièce comme ce manuscrit de Honoré de Balzac. Donc, pour cette collection, par exemple, vous vous retrouvez finalement avec une valorisation qui, pour cette raison-là, va approcher également les 10% des valeurs qui étaient annoncées par la société Aristophil. Donc, le résultat de cette vente le 20 décembre vient conforter l'analyse que je vous faisais, c'est-à-dire que les valorisations sont extrêmement inférieures, manifestement
très inférieure aux valeurs qui étaient annoncées par Aristophile, ce qui n'est pas étonnant dans le prolongement de l'affaire des timbres de Monaco ou dans le péché originel qui affectait la société Aristophile dès sa création. Donc aujourd'hui, on sait que malheureusement, avec les ventes des manuscrits, on ne recouvrera pas de manière significative les préjudices qui ont été causés aux clients, et ce, de façon beaucoup plus certaine en ce qui concerne les collections Coralis, les Amadeus étant de la pleine propriété. Et là, vous avez un semblant de meilleure maîtrise, mais malheureusement, les évaluations sont à l'avenant de ce que je viens de vous dire également pour les Amadeus. Qu'est-ce qui se passe pour les Amadeus ? Les clients peuvent prendre directement contact avec Maître Agut, récupérer leur œuvre et la mettre en vente. On dit à nos clients de vendre. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que dans le contentieux contre les banques nous répliquent que vous êtes, vous, en tant qu'investisseur aristophile, un investisseur non pas financier, mais intellectuel, et que c'est l'intérêt intellectuel qui vous a fait acheter, ou esthétique après tout, qui vous a fait acheter le manuscrit, et que vous souhaitiez conserver le manuscrit et non pas l'avoir comme un produit d'épargne. Or, tout le monde sait que justement Aristophile a présenté les manuscrits comme des produits d'investissement. C'était des produits d'épargne avec un engagement de rachat, avec un rendement annoncé. On est bien dans toutes les caractéristiques qui sont définies par le Code monétaire et financier pour la commercialisation en biens divers. Donc, dans cette logique de l'investissement financier, nous souhaitons que les clients remettent en vente leurs manuscrits pour les Amadeus de manière à confronter ces valeurs réelles aux réalités du marché et s'apercevoir qu'effectivement les arbres n'ont pas grimpé au ciel et que les valeurs malheureusement de ces manuscrits sont très inférieures à 10%, de manière à justifier effectivement des demandes qui sont faites en responsabilité à l'égard des banques. Pour les Coralis, c'est encore plus problématique. Maître Agut nous dit qu'il mettra au minimum 5 à 6 ans pour vendre toutes les collections, sachant qu'évidemment, il a fait passer les pièces stars, les très belles pièces, et particulièrement le manuscrit de Sade et le manifeste des surréalistes à la vente du 20 décembre. Donc maintenant, les pièces qui vont s'écouler au fil du temps sur ces 6 années à venir vont être bien sûr malheureusement moins bien vendus, feront des prix qui seront moins élevés que certains bons prix, mais qui excédaient rarement ce ratio de 10% pour les œuvres qui ont été présentées à la vente du 20 décembre. Le problème que vous avez en plus avec les indivisions Coralis, c'est que vous avez une masse à indemniser, vous avez bien sûr des frais, et la répartition de cette masse se fera par l'intermédiaire de Maître Hôte, c'est-à-dire que pour chaque indivision, Maître Hôte a besoin de vendre, puis de prélever les frais, à la fois les frais du commissaire-priseur et ses propres frais, puisque là aussi, il y a une gestion administrative qui est lourde, puis de répartir entre les mains de chacun, si tant est qu'il reste effectivement quelque chose, lorsque la plupart des œuvres d'une collection auront été vendues. Et ça, on annonce effectivement des délais qui vont être longs. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas très optimistes sur l'issue de la liquidation des manuscrits dans le cadre de collections en indivision Coralis. Donc, voilà pour la procédure collective. L'autre événement dont vous nous avez beaucoup parlé, c'est normal. Là aussi, on a mis un bulletin d'information sur le site Internet. C'est la contestation de vos créances par Maître Loulou Thomas. Comme vous savez, Maître Loulou Thomas est mandataire liquidateur de la SAS Aristophile. Elle est là pour tout vendre et pour répartir aux créanciers. Bien entendu, dans cette affaire, nous avons des créanciers privilégiés, au premier rang duquel la Société Générale, qui a financé l'hôtel de la Salle, qui a été acheté par monsieur l'héritier avec la Société Aristophile avant sa faillite, et qui avait une hypothèque sur l'hôtel de la Salle, et qui, bien sûr, c'était la banque qui était la première payée, qui, bien sûr, au titre de la vente de cet hôtel particulier par Maître Loulou Thomas,
a pu recouvrer la totalité de sa créance. C'est pourquoi les banques qui sont pourtant à l'origine du désastre et qui sont responsables de ce désastre ont été les premières payées, CQFD, et ça vient bien sûr alimenter leurs responsabilités puisque l'hôtel de la Salle, financé par la Société Générale, était la vitrine d'Aristophile, le musée d'Aristophile, mis en exergue dans les plaquettes et les catalogues de collection. Donc, les créanciers privilégiés sont payés avant vous. Vous n'êtes que créancier chirographaire, c'est-à-dire créancier sans aucune garantie. Et qui plus est, Maître Leloup Thomas a considéré qu'en votre qualité de propriétaire revendiquant, puisqu'on a revendiqué la totalité des manuscrits dans les délais de la procédure collective, donc c'était en 2001, après les déclarations de créance, eh bien, vous n'aviez en réalité pas de créance à l'égard de la société Aristophile. Alors ça, on ne pouvait pas le laisser dire par Maître Leloup Thomas, parce que bien sûr, vous avez un préjudice en responsabilité contre la société Aristophile, qui est une responsabilité contractuelle, puisque vous aviez un lien contractuel avec elle, mais qui rejaillit également au plan délictuel à l'égard de la banque. C'est pourquoi nous avons contesté la contestation de créance de Maître Leloup Thomas et adressé une réponse qui a été envoyée au mois de décembre dernier pour l'ensemble de nos clients. Pour les clients qui nous rejoignent maintenant, ce qui est tout à fait possible, puisque la procédure contre les banques n'est pas clôturée et elle est loin de l'être, ne vous inquiétez pas, cette contestation de créance ou même le défaut de contestation de créance ou le défaut de revendication n'a pas d'incidence directe sur l'action en responsabilité à l'égard des banques. Donc vous pouvez tout à fait nous rejoindre et être recevable dans cette action à ce titre-là, malgré le défaut de déclaration de créance ou la non-réponse à la contestation de créance de Maître Leloup Thomas. Voilà pour la procédure collective. Maintenant, la procédure pénale. Donc, je vous l'énonçais précédemment. Vous avez un certain nombre de personnes physiques qui ont été mises en examen par Madame Bilger, qui est le juge d'instruction dans cette affaire, qui a mené des diligences dont je ne peux pas vous parler, sauf à vérifier que chacun est bien client du cabinet, donc ce qui serait trop lourd. Mais bon, cette information individuelle, elle peut être donnée à tout un chacun qui souhaiterait l'avoir par rendez-vous pris avec nous-mêmes donc à notre cabinet. Ce qui est public, c'est que des mises en examen sont intervenues. Il y a des demandes qui ont été formulées et qui ont fait l'objet de procédures de recours devant la cour d'appel qu'on appelle la chambre de l'instruction, c'est-à-dire que quand le juge rend une décision, elle peut faire l'objet d'un appel devant cette chambre qui appartient à la cour d'appel. Il y a des clients qui nous disent « Ah mais moi, la procédure contre les banques, je verrai plus tard, ça ne m'intéresse pas, je vais d'abord attendre que monsieur l'héritier soit condamné. » Bon, c'est un raisonnement qui est tout à fait honorable sur le principe. Le problème, c'est qu'il se heurte à une difficulté procédurale dans la mesure où le recours contre les banques doit être diligenté dans un délai assez bref, puisque les lois les plus récentes qui, tout à fait étrangement, sont favorables aux banques et aux compagnies d'assurance, prévoient maintenant que le délai de prescription est de 5 ans. Et c'est 5 ans à compter de la connaissance du préjudice. Or, la connaissance du préjudice, aux yeux de tous et de toutes, c'est bien sûr l'ouverture de la procédure collective, voire au minimum le blocage des comptes intervenu à l'initiative de la BRDA au mois de novembre 2014. Et ça fait donc un délai de 5 ans qui nous amènerait à la fin de cette année. Donc ça va venir assez vite. Et malheureusement, on ne peut pas adopter ce raisonnement qui consiste à dire « mais c'est pas grave, j'attendrai pour la responsabilité des banques de voir ce que ça donne et puis je viendrai plus tard ». Ben non, parce que si vous arrivez trop tard après le délai de 5 ans, vous êtes prescrit et vous n'avez plus donc ce recours qui pour nous est la meilleure réponse aujourd'hui quand on est victime de l'affaire Aristophile. Il y a d'autres conseils
qui disent, ça on en avait parlé lors de la réunion de 2015, qu'il y a des solutions dans les recours contre le notaire ou contre les CGP, CIF, qui sont ou les courtiers, qui sont les intermédiaires qui ont vendu des produits Aristophil. Alors, pour parler d'abord du notaire, il a... La question de son éventuelle responsabilité est pertinente. Le problème, c'est que, comme pour celle des CGP-CIF, c'est que vous n'avez pas la solvabilité en face pour assumer une condamnation, pour assumer des préjudices qui représentent des centaines de millions. D'abord parce que le notaire n'a pas les moyens financiers personnels pour faire face. Alors les clients répondent dans ces cas-là, oui, mais il y a une assurance, ce à quoi nous répliquons, oui, mais l'assurance ne couvre pas ou couvre mal. D'abord, elle ne couvre pas parce que c'est une infraction pénale et que vous avez des clauses de décharge de responsabilité dans les conditions générales de la compagnie qui prévoient effectivement que la garantie ne sera pas effective dans ces cas-là. Après, vous avez la plupart du temps des décharges également sur la spécificité qui porte sur les spécificités de l'affaire Aristophil. Bon, ça, je développerai un peu plus pour les CGP courtiers intermédiaires. Et puis ensuite, vous avez des plafonds de garantie qui font que de toute façon, la compagnie va faire en sorte de limiter au maximum sa couverture. Les plafonds sont très insuffisants, même pour une responsabilité de notaire, pour couvrir la totalité des préjudices. C'est le même problème, on a le même problème du plafond de couverture en ce qui concerne les intermédiaires CGP, CIF, courtiers. Ajouter à ça qu'au préalable, on a toute une série d'obstacles qui s'opposent à ce qu'il assume financièrement les conséquences. D'abord, vous avez des centaines de CGP pour l'affaire Aristophil différents. Ils ont en général une solvabilité réduite, voire une insolvabilité foncièrement établie, ce qui est le cas de Finestime et d'Arcourtage, qui sont empressés d'être mis en liquidation judiciaire dès que l'affaire a éclaté. Donc, bien sûr, ils ne paieront rien. Et pour les autres, en général, ce sont des petites structures dans lesquelles les personnes physiques ou morales, l'expérience le montre, hein, puisqu'on a poursuivi beaucoup de CGP, on sait ce que c'est. Ils n'ont pas la surface pour assumer des condamnations, même pour des montants qui sont faibles. Et en général, ça se traduit par des dépôts de bilan ou la disparition du débiteur. Ce à quoi on nous répond, oui, mais il y a l'assurance, et on retombe dans le même problème que celui de la couverture assurantielle du notaire, c'est-à-dire que vous avez des clauses d'exclusion eu égard au fait que l'affaire Aristophil est une affaire pénale et que la compagnie en général ne couvre pas quand il y a un volet pénal dans le dossier, que par ailleurs c'est une commercialisation tout à fait atypique qui devait faire l'objet d'une décharge spécifique dans les conditions générales. Il ne s'agit pas de placer de simples contrats d'assurance comme le font la plupart des courtiers CGP-CIF. Et dans ces cas-là, la compagnie répond qu'elle ne couvre pas, faute de stipulations particulières dans les conditions générales qui, la plupart du temps, n'existent pas. Et enfin, vous avez la limitation sur un contentieux sériel, c'est-à-dire qu'il y a des plafonds de garantie qui sont très faibles. Quand le courtier a payé ses primes, parce qu'il y a beaucoup de dossiers où on s'aperçoit que finalement le courtier n'avait même pas payé ses primes, donc la garantie n'existait pas. Et quand le courtier a payé ses primes, on a un effet sériel, c'est-à-dire que toutes les compagnies font en sorte effectivement de contester la totalité des préjudices que nous réclamons et de se limiter à un plafond de garantie global qui fait qu'en réalité, les indemnisations, quand elles tombent, sont dérisoires. Et on a été confronté dans des dossiers sériels de ce type à des indemnisations qui étaient effectivement très très faibles et sans intérêt aucun. Ça m'amène à évoquer avec vous également la question des associations, puisque de nombreuses associations existent, et c'est bien sûr une très bonne chose, puisqu'elles sont de nature à fédérer les intérêts des victimes. Nous sommes nous-mêmes le collectif qui est représenté par le cabinet issu d'une association de victimes. Et nous souhaitons collaborer en bonne intelligence avec ces associations, ce qui est déjà le cas. Les démarches qui sont faites par les associations, elles ont
suivant les cas de figure, des credos plus ou moins différents. Certaines sont très axées sur la problématique des ventes, la valorisation des manuscrits, ce qui est évidemment une bonne chose. D'autres vont mettre l'accent sur la procédure pénale. D'autres, enfin, vont parler de la responsabilité des notaires. Bon, très bien, chacun adopte ses moyens de défense et adhère suivant ses démarches et son opinion, sa propre opinion du dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout incompatible avec l'action qui est menée par notre cabinet. On peut tout à fait être adhérent de telle ou telle association et nous rejoindre en tant que victime dans cette affaire. Ce n'est pas du tout incompatible. Et surtout, nous ferons, nous, un travail qui ne va pas être fait par les associations, puisque en l'état du droit positif aujourd'hui, une association ne peut pas représenter collectivement les victimes d'Aristophile dans un contentieux efficace, que ce soit pénal, procédure collective ou responsabilité contre les banques ou autre, parce que la loi est ainsi faite que les actions de groupe sont extrêmement limitées et que pour l'instant aucune association agréée, puisqu'elles seules peuvent les mener au terme de la loi Hamon, et c'est essentiellement CLCV que Choisir qui ont les moyens et les capacités juridiques de mener ce type d'action. Et jusqu'à présent, aucune de ces associations de consommateurs agréés n'est intervenue dans le dossier Aristophile. Pourquoi? Parce qu'on les connaît bien, on travaille avec elles et on sait qu'elles sont parcimonieuses dans leur choix de recours et que l'affaire Aristophile est une affaire trop spécifique. Elle s'intéresse plus, les associations de consommateurs agréées, à des problèmes beaucoup plus larges, beaucoup plus collectifs, qui touchent à l'intérêt général des consommateurs. Donc Aristophile est trop spécifique. Donc il n'y a pas de possibilité pour les associations ad hoc qui ont été constituées dans le dossier Aristophile d'ester réellement justice. Alors elles représentent, elles font l'interface avec leur conseil habituel qui va déposer une plainte ou éventuellement faire un recours. Mais là encore, ce n'est pas du tout incompatible avec notre propre action contre les banques. Et évidemment, le conseil qu'on donne aux clients, c'est de faire en sorte de maximiser les chances de recouvrer. Nous, notre credo, on l'a toujours annoncé et on est conforté dans cette opinion par ce qui s'est produit depuis 2015. C'est que la solution, si on veut avoir une indemnisation significative, c'est la responsabilité bancaire. Et bien entendu, tout un chacun peut nous rejoindre pour participer à cette action et bénéficier du travail du cabinet, suivant les conditions qui sont connues et dont on pourra parler. Donc voilà pour cet exposé. J'espère que je n'ai pas été trop long. On a maintenant largement le temps pour faire des questions-réponses ou éventuellement développer un point spécifique dont certaines personnes que j'aurais oublié ou pour lequel certaines personnes souhaiteraient avoir des explications. Je vais apporter une précision sur les actions de groupe et les associations, parce qu'effectivement, la question nous est régulièrement posée de savoir si on n'aurait pas pu minimiser les frais de procédure au profit de chacun d'entre vous en constituant cette association. Donc Nicolas Lecoq-Villain vient de vous expliquer que seules les associations agréées, reconnues comme telles par le ministère de l'économie, peuvent engager des actions en justice. Nous avons déjà engagé 2 actions de groupe pour ces associations agréées, donc nous connaissons très très bien le système et l'intérêt que cela présente. C'est une seule procédure avec un seul client et ce client, c'est l'association de consommateurs. C'est effectivement très peu de frais et en plus pour nous, c'est beaucoup plus simple puisque finalement, nous n'avons qu'à démontrer qu'existe au moins 2 consommateurs qui se présentent dans une situation similaire ou identique, ce qui fait que nous n'avons que éventuellement 2 dossiers à numériser au cabinet pour pouvoir engager notre action de groupe. Nous aurions aimé le faire pour cette affaire, mais ce n'était pas possible car les associations agréées n'étaient pas présentes pour souhaiter défendre les intérêts de l'ensemble des consommateurs pour les raisons que Nicolas Lecoq-Villain vient de vous expliquer, c'est-à-dire la spécificité du dossier Aristophile.
La conséquence que cela a, c'est que dans les actions de groupe, l'action engagée par l'association de consommateurs interrompt la prescription pour l'ensemble des consommateurs qui sont dans des situations similaires ou identiques. S'il n'y a pas d'association agréée qui engage une action de groupe, toutes les prescriptions courent à l'encontre de toutes les personnes concernées par l'affaire Aristophil. Donc, Nicolas Covolan l'a expliqué, ce délai court depuis la révélation de l'escroquerie. Le temps passe assez vite, malheureusement, et effectivement, nous sommes maintenant en 2018. La prescription sera acquise en 2019. Donc, si certains se posent encore la question de savoir d'engager telle ou telle action en responsabilité à l'encontre de telle ou telle partie, et notamment à l'encontre des banques, c'est le moment de monter dans le train, parce que dans 1 an et demi, ça sera terminé.